On a Gelato, pour ceux qui connaissent pas. Gelato, c'est une plateforme qui permettait de faire des smart contracts automatisés, notamment. Ça permettrait, d'ailleurs à Phantom, hein, de pouvoir proposer sur SpookySwap, qui est un des plus gros DEX, je crois même que c'est le plus gros DEX de Phantom, de mettre en place des ordres limites sur les swaps pour avoir une expérience semblable à un DEX. D'ailleurs, tu vois, on a un carnet d'ordre TradingView. Un On sexe, peut tu veux faire dire au marché un sexe, ouais, un énorme sexe, ouais. Des ordres limites, bref, semblable à une plateforme d'échange normale, quoi. SpookySwap, du coup, qui utilisait Gelato, et en fait, Gelato propose une nouvelle narrative pour son business model en plus de ce qu'il faisait déjà. C'est ce qu'on appelle du roll-up as a service. On n'en a pas beaucoup parlé dans les émissions Masterclass, c'était seulement dans des émissions chez moi. Je pense que, par question logique, si je te dis roll-up as a service, t'as compris à peu près le concept, Léo. C'est d'émettre des roll-up à la volée sans se prendre la tête. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité de mettre en place une techno optimistique ou de zk roll-up, mais peut-être que tu as envie d'avoir ton propre roll-up. Tu as différents projets qui proposent ça. Pour les nommer, tu as Caldera, tu as Conduit, tu as Altlayer, tu en as plein. Et donc Gelato va proposer du roll-up as a service sur base zk. Donc eux, ils appellent ça du zk roll-up as a service. Et ce sera donc sur une base de... Comment ça s'appelle? Pardon, j'en perds les mots. De Polygon ZK EVM et de ZK Sync. Donc, une personne pourra émettre un petit roll-up pour tester très probablement gratuitement. Généralement, ça se passe comme ça. Et si jamais tu es une entreprise et que tu émets un roll-up qui commence à avoir du frais, et ben, eux, ils vont être commissionnés. Soit tu vas payer un frais chaque mois, soit tu vas payer un frais tout de suite, soit tu vas payer un frais à la consommation. J'avoue que je ne suis pas allé dans le détail par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus. Voilà. Donc, software as a service, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu développes un logiciel. Ce logiciel, tu l'héberges généralement sur une infrastructure technique. Et ensuite, tu vas avoir des entreprises qui ont besoin de ton logiciel et tu leur dis, bon, bah, soit moi, je te gère l'infra technique et je te mets à disposition mon logiciel et tu me payes un frais mensuel plus tu me payes une prime à l'entrée. Soit tu viens l'héberger chez toi et tu me payes juste une fois et voilà. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le paiement. Et c'est un modèle qui vient s'adapter dans la blockchain. On a RIS0 qui a fait une annonce. Elle n'est pas tout à fait fraîche, mais je ne l'avais pas vue passer avant. Voilà, elle était au 22 août. Donc RIS0 qui est une plateforme qui va permettre d'émettre des ZK Rollup à la volée en se basant sur l'architecture RIS5. Alors pour ceux qui ne connaissent pas RIS5, je crois, oui, ça se dit RIS5, pas RISV. RIS5, c'est un nouveau jeu d'instruction totalement open source. Donc je vais vous parler technique très rapidement, vous allez vite comprendre. Sur votre ordinateur, vous avez généralement un jeu d'instruction x86. C'est ce qui avait été mis en place avec les processeurs Intel à l'époque. C'est un jeu d'instruction qui a été mutualisé chez plein de processeurs pour plein d'ordinateurs modernes. On passe de plus en plus sur des jeux d'instruction avec processeur ARM. L'ARM, c'est ce que tu vas trouver dans ton téléphone, par exemple, ou dans les nouveaux MacBook. C'est des processeurs qui consomment moins, qui chauffent moins et qui ont un refroidissement passif. Mais dans les deux cas, x86 ou ARM, ça a été mis en place par des entreprises et tu dois payer des royalties de zinzin pour pouvoir les utiliser. L'avantage du RISC-V, c'est qu'en fait, c'est open source, sans payer de royalties, et tu peux, par exemple, créer ton propre processeur hardware en te basant sur RISC-V sans avoir à payer qui que ce soit. Donc RISC-0 s'est lancé dans cette aventure pour proposer des roll-ups compatibles RISC-V. Et voilà, je sais que c'était un petit peu technique. Et donc, tu peux en fait émettre tes propres preuves ZK en te basant sur RISC-0. Et là, ils ont mis en place un truc qu'ils appellent ZK-VM, où en fait, tu vas pouvoir faire une ZK EVM de type 0, c'est-à-dire totalement semblable à l'environnement total d'Ethereum. Donc, le consensus, l'exécution, le data availability, etc., etc. Encore une fois, c'est extrêmement technique. On en a déjà parlé sur Khan-Academy, je crois, les différents types de ZK EVM. Je pense qu'on va voir un article de Journal du Coin en premier. Voilà. Ensuite, on a le nôtre. Voilà, je vais prendre les copains de JDC qui ont fait un super article basé sur le blog post de Vitalik, où en fait, tu as plusieurs types de ZK VM et plus tu viens chercher à reproduire ce qu'est Ethereum, plus tu es proche du type 0, ou alors tu proposes du type 0, et plus tu t'éloignes de ce qu'est Ethereum, et plus tu vas avoir de performance. Et donc RISC-0 propose d'émettre des ZK VM de type 0, donc de pouvoir très facilement reproduire l'environnement Ethereum. Et c'est là où on arrive dans ces logiques de coprocesseurs, etc., où en fait on va pouvoir apporter beaucoup de valeur à Ethereum de plus en plus, de façon asynchrone avec Ethereum, donc sans prendre la tête à Ethereum, sans saturer Ethereum. Donc c'est un sujet que j'apprends à creuser encore, que ce soit RISC-0, les coprocesseurs type Axiom, Herodotus, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre,
et on va en parler beaucoup dans les prochaines émissions et pendant le prochain bull run, c'est que jusqu'à présent, un smart contract, son exécution a un coût en bande passante, en processeur, en carte graphique, en tout ce que vous voulez. Donc très souvent, on a des applications décentralisées qui sont limitées par ce coût. Et grâce justement au coprocesseur, on va pouvoir exécuter des smart contracts du coprocesseur qui vont reproduire ce qu'est capable de faire Ethereum ou aller chercher des données sur Ethereum, des données historiques pour faire des applications beaucoup plus complexes. Je te dis par exemple, j'ai besoin de savoir à partir de l'adresse publique de CryptoPixu à quel moment très exactement il a fait sa première transaction dans l'histoire, c'était quel bloc, c'était une transaction de combien. Eh bien, au lieu de tout rembobiner sur Ethereum et ça va coûter un coût monstre, eh bien, on va décharger la charge sur un coprocesseur. Donc ça, c'est un des types d'usage des coprocesseurs et ça va permettre encore une fois de l'exécution beaucoup plus complexe. Et on a vu également Eclipse qui a introduit le mainnet de son rollup. Question pour le chat de Capet et de Picsou. Est-ce qu'on a des spéculateurs ici? Et si oui, est-ce qu'on a des ex-investisseurs ou futurs investisseurs de Solana? Je vous laisse répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste voir un petit peu s'ils sont réactifs dans le chat. Il dorme. Mais il y a peut-être un délai. Ex, oui. À fond Solana, j'y pense. Holder de Solana, silence radio. Oui, yes. On en a quelques-uns. Bon, en fait, la réflexion, elle est simple. Ethereum a réussi à se rendre absolument indispensable sur le marché de par sa position avant-gardiste, déjà d'une part, parce qu'ils sont là depuis 2014. Pensé depuis 2014 et mis depuis 2016 de mémoire, 2015-2016. Deuxième crypto-monnaie au monde, énormément de flux de transactions, etc. Et aujourd'hui, Ethereum, ça sert à plein de choses. Ça sert comme collatéral pour les protocoles DeFi, ça sert comme chaîne pour exécuter les smart contracts, plein de trucs. Solana arrive avec pas mal de retard, puisque ça s'est lancé en 2020, le mainnet. Dans la même logique, c'est de faire de la machine virtuelle extrêmement rapide, à la manière d'Ethereum. En fait, Solana, c'est un Ethereum bis. Pourquoi je vous parle de ça? Dans cette logique des roll-up, l'idée, c'est que tu as une blockchain en surcouche, parce que un roll-up, un layer 2, c'est une blockchain. C'est une blockchain qui vient batcher sur l'autre transaction pour les écrire sur une blockchain principale. Eclipse, j'imagine qu'ils vont avoir leur propre jeton. Aujourd'hui, ils ont choisi de prendre Solana comme VM en surcouche d'Ethereum parce que Solana, c'est rapide. Mais le truc, c'est que tu n'utilises pas le jeton Solana pour utiliser Eclipse. Tu vas payer des gaz Ethereum pour potentiellement exécuter tes transactions sur Eclipse. Parce que pour le moment, ils disent que le gas token d'Eclipse, c'est l'Ethereum, et peut-être qu'un jour, ils vont nous inventer un jeton Eclipse, je sais pas. Mais en tout cas, tu n'utilises pas Solana. Donc, dans un monde où Solana a inventé une superbe tech d'exécution, mais que cette tech d'exécution, on peut la déporter ailleurs, le jeton Solana, il sert à quoi? Il sert à rien, en fait. Parce qu'au final, tu as la force de Solana, c'est-à-dire son exécution et sa vitesse, mais la sécurité, elle se fait au niveau d'Ethereum. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, c'est de l'open source, tout le monde se sert, ça sert à ça. Mais méfiez-vous avec cette histoire de roll-up. Si vous, comme moi, vous aimez beaucoup Solana, peut-être que des roll-ups Solana sur Celestia, sur Ethereum et compagnie, ça va tuer Solana. Parce qu'au final, si Solana ne va pas être capable de rassurer les investisseurs, les créateurs, etc., de par sa décentralisation, sa sécurité, etc., et qu'ils vont aller taper dans des roll-ups ailleurs, le Solana ne sert plus à rien. Et ça va être pareil pour beaucoup de Layer 1. Parce que Solana a sa propre VM. Mais Avalanche propose des VM type HyperSDK, etc. Mais pour le moment, Avalanche, ça tourne surtout sur l'Ethereum Virtual Machine, tu vois. Donc bref, gardez ça en tête. Ensuite, je voulais vous montrer Dora. Bon, c'est un block explorer alternatif à Etherscan. Tu vois pas tout, mais il est sympa parce qu'il te permet de voir très rapidement combien il y a sur le wallet, le nombre de transactions, le nombre de NFT, l'activité. Très rapidement les jetons ERC20 qui sont hold, parce que des fois, tu as accès à une adresse et tu veux voir vite fait les NFT, tu veux voir les trucs à la va-vite. C'est sympa pour espionner. Tu peux voir les interactions aussi, avec justement le who, et on voit des petits pictogrammes, mais je pense que ces pictogrammes, ils sont générés par défaut, mais que tu vas pouvoir les changer avec un autre protocole à la con. Mais voilà, ça te permet de visualiser un petit peu. Tout ça, je vous le laisse en description, bien sûr. La marketplace NFT de Solana, ça c'est un autre sujet encore. Parce que les marketplaces NFT de Solana lisent des NFT Solana. Donc quand tu crées un nouveau roll-up, il faut après mettre des NFT sur ce roll-up ou alors les mettre sur Ethereum, en sachant que généralement les NFT, qu'est-ce que ça NFT les 90% du temps, voire plus? C'est une image
qui est uploadé sur IPFS, un protocole alternatif à HTTP et HTTPS. En fait, tu vas uploader l'image sur IPFS, qui est un protocole décentralisé. Ça va te générer une signature, une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, tu vas la stocker sur la blockchain. Comme ça, au lieu de stocker une grosse image, tu vas stocker qu'une chaîne de caractères qui pointe sur des images. Donc, on te dit c'est décentralisé, mais c'est pas décentralisé sur la blockchain. Pas vraiment. Donc, Non, mais ça existe aussi de pouvoir stocker des images. mais tu peux stocker directement une chaîne, mais il faudrait des blockchains avec des gros blocs, quoi. Type Celestia. Ou avoir des images simples. Ou avoir des images simples. Exactement. Après, oui, tu pourrais te dire, bon bah, moi NFT, j'ai la métadonnée sur IPFS que j'avais stockée sur un bloc Solana, bah, je vais le déporter sur un bloc de Eclipse ou de n'importe quel. Mais les CryptoPunks, c'est on-chain, par exemple. Les CryptoPunks, c'est totalement on-chain. Les ordinals sur Bitcoin, c'est totalement on-chain, c'est le principe aussi. Mais c'est très rare. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.